Bien, mesdames, messieurs, re-bienvenue à ceux et celles qui nous ont rejoints plus tôt dans la journée. Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Nous continuons notre journée avec une nouvelle table ronde. Nous espérons que vous passez jusqu'ici une matinée agréable et enrichissante. Le temps d'échange qui nous attend va à présent tourner autour de l'univers des achats responsables. Voyez le thème s'afficher devant vous, bilan de 3 ans de crise vers un nouveau métier des achats. Je m'appelle toujours Antoine, je travaille pour Ecolearn et je serai le modérateur de cette table ronde. Nous aurons la chance d'entendre, pour la table ronde qui s'annonce, les personnes que vous voyez s'afficher à l'écran. Je commencerai par présenter Fanny Bénard. Bonjour Fanny et bienvenue. Tu diriges depuis 9 ans Buy Your Way, un cabinet dédié aux achats responsables. Tu accompagnes des entreprises de toute taille et de tout secteur dans l'intégration des enjeux du développement durable dans leurs achats. Tu donnes également des cours sur le sujet dans plusieurs écoles d'ingénieurs et de commerce et tu es aussi membre de l'Obsar dont tu assures la vice-présidence. À sa gauche, nous avons Stéphane Villain. Stéphane, merci d'être avec nous. Tu as longtemps opéré dans le développement produit pour l'industrie du luxe avant de rejoindre la fonction achat. Dès lors, tu as donné une orientation durable à ta fonction en œuvrant pour une prise en compte au quotidien des enjeux ESG. Aujourd'hui, tu es responsable des achats durables pour Moët Hennessy et tu gères et coordonnes pour l'ensemble de la fonction achat toutes les thématiques de durabilité. Je passe d'un Stéphane à une Stéphanie. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous également. Alors, Stéphanie cumule plusieurs casquettes, elle a un long parcours, j'en présenterai quelques-unes. Tu es administratrice de l'Observatoire des achats responsables. En 2012, tu participes aux travaux de la Commission française de normalisation sur les achats responsables. Et en 2017, tu es élu député, fonction dans le cadre de laquelle tu seras notamment rapporteur d'un rapport sur la valorisation des friches industrielles et rapporteur de la loi économie circulaire. Enfin, à nouveau avec nous, Arnaud Herman, CEO d'Ecolearn, ancien directeur développement durable du groupe Accor-Hôtel. Merci d'être avec nous. Nous allons commencer par un temps d'introduction et je laisse la parole à Fanny. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, on m'a chargé de faire ce propos introductif que je vais faire synthétique, mais l'idée, c'est de vous redonner les éléments de l'évolution de cette fonction achat et notamment de l'évolution des compétences nécessaires à aujourd'hui exercer le métier d'acheteur. La fonction achat, c'est une fonction qui est relativement récente dans sa professionnalisation dans les entreprises et on a encore aujourd'hui pas mal d'entreprises, notamment dans les plus petites, qui n'ont pas de structure achat ou d'acheteurs professionnels. On a encore aussi beaucoup dans les entreprises de personnes qui font des achats sans être des acheteurs et je suis certain qu'il y en a dans la salle qui réalisent des achats pour le compte de leur entreprise sans être acheteurs professionnels. Cette évolution du métier d'acheteur, elle passe d'abord par, on va essayer de sourcer ce dont on a besoin pour faire fonctionner l'usine ou pour faire fonctionner l'entreprise. Et puis, on va être dans le début des années 2000, fin des années 90 sur ce sujet de mondialisation. On va aller chercher ailleurs que sur son territoire, plus loin, des matières différentes, des fournisseurs moins chers. On a l'arrivée des stratégies des low-cost countries. On va aller chercher dans des pays où ça coûte moins cher un certain nombre de savoir-faire ou de matières. Et donc, on va demander aux acheteurs d'être des fouineurs, d'aller chercher des fournisseurs, d'être des approvisionneurs pour l'entreprise. Avec cette image qui, je vous rassure, n'est plus trop le cas aujourd'hui dans les entreprises, de l'acheteur un peu requin, cost killer, qui va d'abord négocier le prix avant de négocier quoi que ce soit d'autre, des négociateurs justement. Cette évolution, elle continue avec l'arrivée du fameux QCD, s'il y a des acheteurs dans la salle, ça vous parle, qualité coût délai. On va demander aux acheteurs de prendre en compte de nouveaux paramètres, et notamment le paramètre de la qualité, c'est-à-dire on ne veut pas juste maintenant acheter et approvisionner l'entreprise, on veut aussi que ça ait un certain niveau de qualité pour son fonctionnement notamment. On va toujours avoir le coût, mais on va aussi avoir le délai. On va se poser la question de savoir, OK, j'achète telle quantité, mais quand ça arrive? Est-ce que ça arrive au bon moment pour mon entreprise, etc. Et donc, les acheteurs vont devoir ajouter des paramètres au-delà du paramètre économique à leur décision d'achat. Et puis,
Alors là, on l'a mis 2015, mais ça commence un peu plus tôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, du cas de Nike et des ballons fabriqués au Pakistan par des enfants. C'est vraiment le premier scandale médiatique sur les sujets des achats responsables. On a ensuite le Rana Plaza, que tout le monde connaît, et qui est vraiment un bouleversement, notamment réglementaire, puisque suite au Rana Plaza, notamment en France, on aura la loi sur le devoir de vigilance. On a le scandale des Ouïghours plus récemment en Chine. En tout cas, vont arriver plus uniquement au sein des entreprises, mais auprès de l'opinion publique, des scandales médiatiques liés aux droits de l'homme ou à l'environnement. Et ça va amener de façon, je parlais de réglementation, de façon importante, un changement profond au sein des directions achats et au sein des entreprises globalement, et donc l'intégration de nouvelles compétences aussi sur ces sujets environnementaux et sociaux. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne faisait pas des achats responsables, on en faisait avant 2015 dans beaucoup de structures. Ça veut dire que pour celles qui ne s'étaient pas mises de façon volontaire, le management des risques et l'arrivée de la réglementation va obliger en fait aujourd'hui à prendre en compte ces sujets. Et donc, on voit qu'on passe de l'acheteur négociateur de prix à un acheteur multifacette qui va devoir maîtriser beaucoup d'enjeux de sa chaîne d'approvisionnement et de ses fournisseurs. Bien sûr, les sujets éthiques. J'ai parlé de la loi sur le devoir de vigilance. Il y a la loi Sapin 2 qui est passée par là aussi, et notamment pour les acheteurs. Bien sûr, des sujets éthiques, toujours qualité-coût-délai, mais aussi ces sujets liés à des risques qu'on n'avait pas forcément en tête avant quand on prenait sa décision achat. Et c'est des compétences. Le sujet environnemental, on parlait du sujet carbone, il y avait une question juste avant, on pourra peut-être y répondre après, sur le scope 3. Les sujets sociaux, droits de l'homme, conditions de travail, la relation fournisseur, tout ça, c'est une palette de compétences nécessaires pour les acheteurs aujourd'hui, mais qu'il faut pouvoir leur apporter. C'est une vraie évolution du métier. Et on ne voit pas trop de freins, mais ça, je pense qu'on pourra y revenir. Les acheteurs, ils ont envie, les acheteurs et les acheteuses, ils ont envie de travailler sur ces sujets-là. Il faut juste aujourd'hui leur apporter les bons outils. Merci beaucoup, Fanny, pour ce temps d'introduction. Je me permets d'afficher une dernière slide que tu avais préparée. Je ne vois pas mes slides. Voici. Sur la mise en place de la démarche achat responsable. Exactement. Oui. Donc, sur la mise en place d'une démarche achat responsable, mais ça, c'est aussi des éléments qu'on retrouve notamment dans les formations avec Ocolearn, c'est que il faut faire étape par étape. Aujourd'hui, on a notamment une norme sur laquelle on a travaillé avec l'Observatoire des achats responsables et Stéphanie avait participé aussi à la norme française initialement, ou les ISO 20400 dans lesquelles on donne des recommandations sur la mise en place d'une démarche achat responsable. On part, souvent quand on arrive chez nos clients, chez Buyerway, les clients ils sont partis billes en tête sur des outils. On va évaluer nos fournisseurs. Le premier truc auquel on pense, c'est on va faire une charte d'abord et après on va évaluer nos fournisseurs. Sauf que évaluer sur quoi, évaluer pourquoi, comment je vais le prendre en compte dans ma décision achat? Est-ce que ça me sert d'aller évaluer mon fournisseur sur tous les sujets, quel qu'il soit, partout où il soit dans le monde? Donc, il y a quand même des étapes à suivre si on veut avoir une démarche pertinente, et notamment derrière, en termes d'allocation des ressources, qu'elles soient humaines, temps ou même financières, il va falloir choisir ses combats en matière d'achat responsable. Parce que quand on a des bases de données à 100 000 fournisseurs avec 125 catégories d'achat, autant vous dire que tout traiter de la même façon, ça va être un peu compliqué. Donc, l'idée d'abord, c'est de cartographier où sont ces impacts. Une fois qu'on a cartographié où sont les impacts, on va pouvoir derrière décider de quels sont les meilleurs outils à apporter. Et ces outils-là, ils vont être différents d'une entreprise à une autre, parce que ça va dépendre de ce que vous achetez, à qui vous l'achetez, comment vous l'achetez. Il y a un point qui est super important, c'est le point de la formation, justement. En fait, la formation, elle peut arriver à différents moments. Elle peut arriver au tout départ pour les personnes qui vont faire cette démarche, qui vont la créer, qui vont penser ces outils et cette stratégie. Parce que si on n'a pas compris ce qu'étaient les achats responsables, je ne vois pas trop comment derrière on va faire une stratégie qui tient la route. Mais elle doit arriver aussi plus tard pour les acheteurs et toutes les autres personnes qui vont mettre en œuvre la stratégie achat responsable, parce qu'il n'y a pas que des acheteurs, comme je disais, qui font des achats et qui impactent les achats. Si vous êtes prescripteur, si vous êtes client interne, vous impactez forcément les achats dans les besoins que vous émettez pour les acheteurs. Cette formation, elle doit arriver aussi derrière pour les acheteurs qui vont mettre en œuvre et pour toutes les parties prenantes qui vont être intégrées. Donc, il faut le faire étape par étape. Ça peut être frustrant au départ parce qu'on va prendre du temps au début pour faire sa cartographie, pour formaliser ses politiques, etc., pour choisir les bons outils. Mais c'est là qu'on sera le plus pertinent en termes d'impact parce qu'on saura exactement ce qu'on cherche comme enjeu, on saura exactement comment on veut les traiter. Et donc, on pourra mieux évaluer ses fournisseurs, mais aussi évaluer ce qu'on achète, potentiellement ce qu'on achète, le changer et aussi changer son comportement en tant qu'acheteur. Merci beaucoup, Fanny. Nous allons pouvoir passer au temps de questions que j'ai préparé pour chacune d'entre vous.
Elles seront généralistes, donc sentez-vous libre de compléter vos prises de parole. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans dans le monde des achats? Nous avons évoqué différentes crises géopolitiques, climatiques, des ressources. Quelles ont été les répercussions de ces crises et en quoi cela a-t-il changé la fonction achat en entreprise? Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Un premier élément de réponse avant de répondre à cette question, c'est de rappeler le devoir qu'on a en tant que donneur d'ordre et en particulier sur les grandes entreprises. En fait, le but du jeu, on pourrait dire, c'est quand même d'embarquer dans notre sillon tout le monde. On a parlé tout à l'heure de Scope 3, ça a été évoqué. Scope 3 égale fournisseur, peu ou prou. Et du coup, quand on a des millions de personnes qui travaillent pour nous indirectement, en fait, il est très important, nous, de montrer l'exemple. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qui a changé, effectivement, la situation qu'on a tous connue avec le Covid a permis, malheureusement, à ce que tout le monde touche du doigt toutes les problématiques de durabilité de manière beaucoup plus directe. Et je trouve qu'il y a une forme de conscience collective qu'il n'y avait pas avant. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et ça a un effet direct sur les attentes des uns et des autres. Et les attentes, on les retrouve aussi bien dans nos collaborateurs, par exemple. Donc aujourd'hui, quand on cherche à embaucher des personnes, et il y a un aspect générationnel là-dedans, notamment les jeunes en sortie d'école. Avant, on posait simplement des questions assez généralistes, et maintenant, en fait, les gens qui viennent en entretien nous posent des questions extrêmement précises sur quels sont vos engagements, c'est quoi votre rapport à la société sur les sujets de durabilité, etc. Et même pour des stagiaires, à aujourd'hui, ce sont des sujets importants et on est nous-mêmes challengés au quotidien là-dessus. Donc ça, ça a été décuplé, moi je trouve, depuis 3 ans, parce que la crise, très clairement, a été une crise multiple, à beaucoup de facettes et a touché beaucoup de monde, pour ainsi dire tout le monde. Voilà. Donc les attentes des gens qui sont face à nous ont changé. Et dans ces gens qui sont face à nous, il y a aussi les consommateurs. Et les consommateurs, très clairement, n'achètent plus uniquement un produit et une histoire. Hein. Moi, j'appartiens à un groupe de luxe, donc on vend une histoire, on vend un héritage, on vend un savoir-faire, on vend toutes ces choses-là. Désormais, on vend aussi une image de marque qui va au-delà de l'ADN seul des marques, et on vend aussi une éthique, entre guillemets, et des valeurs qui touchent au plus profond d'eux ces gens-là, qui sont nos consommateurs. Donc ça a été vraiment décuplé depuis 3 ans de crise, où chacun a pu toucher du doigt par une facette ou par une autre la crise. Et puis, dernier élément de réponse, Fanny l'a évoqué, il ne se passe pas 2 mois sans qu'il y ait une nouvelle réglementation qui tombe de par le monde. Et avant, c'était, je grossis le trait involontairement, mais il y a 10 ans de cela, on se disait, pour être conforme, si globalement on est conforme pour toutes les lois états-uniennes ou toutes les lois européennes, on va être tranquille. En fin de compte, là, en 10 ans, ça s'est démultiplié. Le moindre petit pays, aujourd'hui, y va de sa petite réglementation qui, en fait, fait complètement sens à l'échelle du globe, mais apporte une nouvelle contrainte. Et ce que moi, je peux constater aussi, parce que je m'occupe de ça pour la mise en conformité de certains articles pour le groupe, il n'y a pas de coordination mondiale, ce qui fait qu'au-delà des lois qui vont être, ou des réglementations qui sont identiques, en tout cas en contenu, à différents endroits du globe, les preuves de conformité qu'on doit apporter, elles, vont être différentes, et les documentations en fait, à fournir, elles sont différentes. Et ça complexifie d'une manière incroyable le business. Alors, si je résume ça aussi à mon entreprise, hein, on est un énorme groupe français, mais qui distribue de par le monde. Donc, en étant français, on s'applique les droits françaises déjà, enfin, européennes / françaises, qui sont partie des plus contraignantes. Mais vu qu'on distribue de toute manière partout dans le monde, on doit peu ou prou être conforme à toutes les réglementations qui existent. Donc déjà ça, c'est une contrainte parce qu'il faut avoir une veille réglementaire qui est très compliquée.
Voilà, merci beaucoup, parce que là, vous me tendez la perche. Je voulais commencer justement par… Donc, votre question, c'était qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça, sur les 3 dernières années au niveau de la fonction achat? Eh bien, je dirais, c'est qu'il y a eu une accélération. On l'a vu et vous venez d'en témoigner, de lois. Alors, au niveau français, au niveau européen, etc. Et ces lois, en fait, c'est qu'elles se sont emparées des sujets sociétaux. Donc, du gaspillage, de l'environnement, du réchauffement climatique, des impacts sociétaux aussi, toutes les questions de sous-traitance. Et ce qui fait, c'est que l'ensemble de ces lois ont touché, de près ou de loin, la fonction achat. Voilà. Et notamment, je vais faire un petit focus sur les achats publics. Mais par exemple, toutes les collectivités qui ont un volume d'achat de plus de 50 millions, aujourd'hui, elles sont obligées de publier un plan achat responsable qu'elles sont obligées de rendre public, et puis de noter chaque achat sur quel pilier elles ont orienté la responsabilité de cet achat. Donc, soit sur l'aspect sociétal, sur l'aspect environnemental, etc. Donc ça a été vraiment ce qu'on a vu, voilà, avec la loi, vous en avez parlé, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mais aussi la loi climat résilience, etc. En fait, si on regarde l'ensemble de ces textes, il y a des critères en fait qui qui s'appliquent à la fonction d'achat en entreprise ou en collectivité, ou même auprès même du monde associatif, je dirais. Et puis l'autre grande évolution, je pense, c'est que l'acheteur est sorti de… C'est pas qu'il était isolé, l'acheteur, mais bon, c'était l'acheteur quoi dans l'entreprise. C'était voilà. Aujourd'hui, l'ensemble de ces lois l'ont obligé, en tout cas, ça a fait qu'il s'est rapproché des prescripteurs en fait, du besoin à la fois en amont pour ses fournisseurs, etc. Et puis aussi vis-à-vis de ses clients, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on n'achète plus juste un produit, mais on s'inquiète aussi comment est-ce qu'il a été conçu, dans quelles conditions, avec quelle matière, etc. On regarde le coût complet, fonctionnement, etc. Et puis ensuite, arrivé en fin de vie, comment est-ce que ce produit va être traité, va être recyclé, et puis réutilisé ou reconditionné, et puis s'il est détruit, à quel coût? Voilà. Donc du coup, ça a obligé l'acheteur un peu à parler, je dirais, avec tout le monde. Merci Stéphanie. Fanny, est-ce que tu veux encore ajouter une dernière remarque? Peut-être 3 points sur le bilan de la crise, justement, et 3 points que je voudrais quand même positifs. Quand même. Le premier, c'est, et notamment on l'a beaucoup vu avec les périodes de confinement et le début de la pandémie de Covid-19, et on avait notamment, Bayer avec l'ADRA, mené une étude là-dessus. Les entreprises qui avaient déjà une démarche achat responsable structurée, performante, relativement performante, ont mieux géré cette période de confinement et de pandémie, parce qu'elles connaissaient très bien leurs fournisseurs, parce qu'elles connaissaient très bien leur chaîne d'approvisionnement, parce qu'elles ont pu très vite identifier où étaient les problèmes potentiellement, et surtout décrocher leur téléphone, appeler leurs fournisseurs et être un peu le client préféré de ces fournisseurs-là, qui les ont donc livrés plus vite que les autres. Donc ça, c'était quand même un point qui était très important. La deuxième chose, c'est que la suite, donc il y a eu la pandémie, et puis là on a des vrais sujets de rupture d'approvisionnement en 2022, des grosses difficultés, beaucoup de hausses, etc. On aurait pu se dire que ça allait faire que les démarches achats responsables allaient être mises de côté. C'est pas du tout ce qu'on voit. Au contraire, on voit que les entreprises continuent, voire investissent sur ces sujets-là, et que pour les acheteurs, ça reste quelque chose de très important. On a des petites vidéo. Et ça reste quelque chose de très important, et surtout, elles continuent, les entreprises, à mettre en place ces démarches. Alors, je vous avoue qu'on voit un décalage dans ces projets, parce que les acheteurs, ils ont autre chose à faire quand même aussi en ce moment dans la gestion de leurs fournisseurs, mais elles ne sont pas arrêtées, et elles continuent d'être investies très fortement. Et puis, la troisième chose, sur le sujet justement de ces réglementations, nous, au début, on a vu vraiment ces réglementations arriver et en effet pulluler depuis quelques années, et un peu être déçus parce que
on avait d'abord des démarches très volontaires avec des beaux projets qui avaient beaucoup de valeur. Et puis après, on arrivait à quelque chose de très réglementaire qui a notamment impliqué les directions juridiques, éthiques, compliance, etc. Et on est venu tick the box, donc il faut faire ci, il faut faire ça, et perdre un peu de sens sur le sujet des achats responsables. Et ça, je trouve que ça change. Et pourquoi ça change? Notamment parce que ces réglementations ont quand même permis que les ETI s'y mettent, que les PME s'y mettent, et qu'aujourd'hui, les plus petites entreprises qui, elles, ne sont pas forcément encore soumises à ces réglementations, se mettent aux achats responsables et donc redonnent des projets avec du sens et de la valeur. Donc, c'est aussi un point que je trouve plutôt positif. Alors, je vais me permettre de compléter en regardant cette fois-ci le verre plus à moitié vide qu'à moitié plein, même si la nuance est à l'équilibre. Alors, moi-même, je ne suis pas acheteur, donc je témoigne avec plutôt une posture de praticien de la durabilité et puis convaincu de la nécessité de porter cette transformation. Et moi, je vis cette crise de 3 ans vis-à-vis du métier d'acheteur un peu comme une frustration, je dois le reconnaître, qui se manifeste par un double paradoxe, je trouve. Donc la frustration, c'est de voir que on a vécu 3 ans, et je pense que l'acheteur terrain que tu représentes, Stéphane, peut en témoigner, mais vous avez probablement vécu une période extrêmement difficile. Tu parlais de qualité coût-délai en introduction. Je pense que les 3 dernières années, le sujet, c'était déjà l'approvisionnement et non pas la disponibilité des ressources. Enfin, on s'est habitué à avoir des rayonnages vides dans les supermarchés. Enfin, c'est des choses qu'on ne connaissait pas il y a peu de 3 ans. Et je pense que vous avez été au four et moulin pour ne serait-ce que garantir que les produits puissent arriver à un moment donné dans vos ateliers, dans vos usines. Donc, on a expérimenté pendant 3 ans la question de la résilience des chaînes de valeur, et c'est vraiment le modèle des achats qui a été interpellé à travers toutes ces crises différentes et variées. Et on aurait pu s'attendre à ce que ça influe une nouvelle dynamique très puissante de conversion accélérée vers les achats durables, qui, objectivement, ne s'est pas réellement traduit. Alors, pour des tas de raisons très objectives, ne serait-ce que parce que voilà, vous avez 24 heures dans vos journées et une partie pour dormir, et donc vous aviez largement de quoi faire, ne serait-ce que pour assurer la continuité des opérations. Mais on ne peut pas dire que ces 3 dernières années aient insufflé une dynamique extrêmement puissante dans la conversion aux achats responsables et leur propagation dans toute la chaîne de valeur, en tout cas d'un point de vue externe, alors même que, et c'est là que se situe le paradoxe, le premier paradoxe, c'est que la fonction achat, selon moi, c'est probablement en dehors de la direction de développement durable, mais c'est le métier le plus historiquement convaincu et actif dans la démarche d'intégration du développement durable. Enfin, les grands groupes ont mis en place la plupart des démarches d'achat responsable au début des années 2000, et c'est de très très loin la première fonction qui s'est portée et qui a porté une attention à ces préoccupations. Et il faut reconnaître, alors il y a eu des lois assez sévères, hein, la loi sur le devoir de vigilance a quand même remis une exigence extrêmement puissante. Donc, il y a eu une dynamique externe qui a été puissante. Et pour autant, voilà, on est dans une évolution graduelle, mais plutôt progressive. Et le deuxième paradoxe, et il a été cité juste avant dans la table ronde sur le scope 3, c'est qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si on regarde, alors ce scope 3, pas simplement sous l'angle climatique, mais sur toutes les externalités en dehors de l'entreprise, des sujets sociaux, environnementaux, on sait, selon les industries, que les impacts sociaux et environnementaux des entreprises, ils sont portés entre 50% et 99% sur la chaîne de valeur en amont et aussi un petit peu en aval sur l'usage qui en est fait. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'activité de l'entreprise qui porte potentiellement le plus d'enjeux environnementaux et sociaux, c'est la fonction achat, à minima sur l'amont. Et à un moment où on porte une attention et on se rend compte que la manifestation de ces impacts environnementaux sociaux prend des tournures assez significatives et critiques, on pourrait s'attendre aussi à ce que ce métier des achats soit renforcé et soit missionné pour dépasser la qualité coût-délai et soit sollicité pour attaquer beaucoup plus fondamentalement ces questions environnementales et sociales. Et force est de constater que ce n'est malheureusement pas encore le cas, même si j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Juste pour rebondir du coup sur ce que vous dites, 2 points. La première, peut-être expliquer pourquoi la fonction achat a été une des premières fonctions, enfin même la première fonction métier, je dirais, à s'intéresser à la responsabilité sociétale, et ce qui en a décliné une première norme française où le secrétariat était assuré avec le Brésil. C'est qu'en fait, si on regarde, je vais prendre deux grands incidents qu'il y avait eu, 2 marées noires, une sur une plateforme et puis un autre lors du transport.
en qualité. Dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle, vous savez, l'arbre de causalité. On pose le pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi. Et en fait, quand on remontait toutes ces questions sur ces deux grandes catastrophes environnementales, eh bien, on arrivait où? On arrivait au service achat. Alors, la première sur la plateforme, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait une vanne. C'est une vanne qui a pété, hein, voilà, tout simplement. Et on dit, oui, mais pourquoi? Alors, on continue à poser les questions. Pourquoi? Sachant que l'indicateur, le plan de maintenance, tout était là. On savait que la vanne était en fin de vie et qu'il fallait en racheter une. Les techniciens avaient bien fait la demande d'achat. Tout était vraiment, ça avait été fait. Sauf que ce qui se passe, c'est que la demande d'achat, elle n'a jamais été signée en temps et en heure parce que tout le circuit de signature pour acheter cette vanne, était beaucoup trop long par rapport à, la vanne a claqué avant que la signature de l'autorisation d'achat soit faite. Et puis la deuxième, c'était l'acheteur qui a voulu faire, et là, on a parlé tout à l'heure, du cost killing où on demandait le prix. Au lieu de prendre un bateau, ce qu'on appelle la double coque, c'était un bateau simple coque. Et puis, ça n'a pas résisté. Et voilà. Donc, on a compris aussi que dans l'entreprise et en particulier dans l'industrie, le service achat avait une vraie responsabilité. Voilà. Donc, ça a été une des raisons. Et puis, deuxièmement, pourquoi il n'y a pas eu je suis d'accord avec vous, sur ces 3 ans, il n'y a pas eu le tilt qui a fait, allez, maintenant c'est bon, les achats responsables, on y va tous et on met l'accélérateur, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, et c'était Monsieur Montel tout à l'heure qui parlait d'une frustration, je vais reprendre ses propos. C'est que faut pas oublier que ça fait des années qu'on désindustrialise en France et qu'aujourd'hui, si on veut avoir des circuits plus courts, des délais d'approvisionnement plus courts, ne plus subir de pénalités dans les travaux publics, par exemple, pour avoir les matériaux en temps et en heure, quelque part, l'acheteur et même l'entreprise à laquelle il appartient ne peut rien. Aujourd'hui, à l'instant même où on se parle, les supply chains sont encore beaucoup trop longues, beaucoup mondialisées, et donc même si on a envie de faire, aujourd'hui c'est un petit peu frustrant. Donc on se repose les questions, là on voit bien, de réindustrialiser la France, prendre soin de notre supply chain. Il y a des programmes, notamment je pense par exemple à l'industrie ferroviaire qui mettent en place des programmes pour prendre soin de leur supply chain, accompagner les PME et les ETI à monter en compétences, etc. Mais tout ça, je dirais que ça prend du temps. Merci Stéphanie. Fanny ou Stéphane, si vous avez encore une remarque, et ensuite on pourra passer au temps de questions avec le public. Très bien. Juste avant cela, nous allons vous toucher un petit mot sur la formation achat responsable proposée par Ecolearn. Arnaud, je te laisse la parole et on va pouvoir passer au slide suivant. Bon, pour ceux qui étaient là dans les tables rondes précédentes, on va se répéter un petit peu. Est-ce que tu peux avancer sur les slides parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, celle-ci, vous l'avez déjà vue 2 fois ce matin. Mais pour rappeler qu'Ecolearn propose des formations au développement durable pour les entreprises et pour les individus, pour les professionnels en entreprise, sous une forme digitale ou présentielle. Et j'ajouterais que donc en entreprise, il s'agit d'apporter des programmes sur mesure qui sont capables de s'adapter au contexte d'entreprise pour tous les publics, donc les collaborateurs en général, les managers, les dirigeants et les experts métiers, de façon à ce que chacun puisse préempter ces questions-là, se poser des questions fondamentales que ça soulève dans leur quotidien et dans la stratégie qu'ils doivent nourrir, et de façon à connaître les adaptations, les conséquences à mettre en place opérationnellement et dans la durée. Et on va faire un focus plutôt sur les formations achats qu'on a développées en partenariat avec Buy Your Way. Donc, on a 2 formations aujourd'hui qui sont proposées. Je vais vous présenter les formations sur étagère, entre guillemets, sachant que ces formations sont adaptables et contextualisables dans un contexte d'entreprise. Donc, on a une formation en ligne qui s'appelle Manager les achats durables, qui donc est proposée sur une durée d'à peu près 3 mois, qui dure officiellement 20 heures, même si la remarque précédente tient toujours, c'est-à-dire que si vous la faites à fond, vous pouvez y passer raisonnablement 5 fois plus de temps.
Donc, la structure de cette formation, Fanny en a un peu parlé, bon, elle s'appuie beaucoup sur la loi sur le devoir de vigilance qui reste un outil réglementaire et méthodologique assez puissant, alors qu'on mettra à jour, puisque vous le savez, le texte est en train d'être remonté au niveau européen à travers la CS3D, donc la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Mais le fond, enfin, je parle sous contrôle d'experts, mais le fond reste quand même assez voisin, parce que la méthode est universelle. En fait, il s'agit de faire une méthode de cartographie des risques portés dans sa chaîne de valeur au regard des sujets sociaux environnementaux et d'adapter un plan de contrôle, de vigilance, de reporting et d'action, bien évidemment. Et donc, cette loi sur le devoir de vigilance constitue un élément central de la formation qu'on a enrichi, puisque effectivement, on est beaucoup dans du réactif à travers la loi, et l'objectif, c'est d'être plus proactif et de rechercher aussi l'amélioration de la performance sociale et environnementale. Donc, on a certains modules qui sont consacrés à comment enrichir la démarche la relation client-fournisseur à travers l'éco-conception et d'autres solutions qui permettent d'optimiser la performance. Et on a certaines leçons conclusives qui vont être plutôt sur des enjeux de transformation et des interpellations sur l'évolution du métier d'acheteur au regard de ces éléments d'achat responsable. Donc ça, c'est le socle de la formation en ligne et qu'on complète par une formation présentielle qui s'étale sur une durée de 5 jours sous la forme de 2 jours puis 3 jours sur un intervalle de 15 jours, qui est une formation d'approfondissement qui sera, qui est organisée en partenariat avec Elobsar et By Your Way et qui a vocation à vous mettre en contexte, à vous mettre en interaction avec des experts métiers, des experts sectoriels qui vont témoigner de façon complémentaire sur la réalité de l'évolution du métier et avec des approfondissements méthodologiques importants pour vraiment être en mesure de devenir ce que Stéphane, par exemple, est dans son entreprise, à savoir le responsable, le directeur des achats responsables d'une organisation. Vous avez les informations pratiques et je crois que c'était la dernière slide et que nous pouvons poser les questions de la salle. Nous pouvons passer aux questions et vous recevrez de toute façon par replay et dans le mail les syllabus des formations que nous venons de présenter. Il y aura le détail des informations. Nous allons pouvoir passer au temps de questions et nous allons recevoir pour commencer une question des gens qui nous suivent en distanciel. Bonjour à tous. Alors, je vais vous lire une question qu'on a reçue en ligne. Observez-vous une baisse du volume des achats sur ces dernières années? Et c'est en lien avec plus de sobriété. Et comment le vivez-vous en tant qu'acheteur? Je me permets de répéter la question. C'est donc, observe-t-on une baisse du volume des achats? Est-ce en lien avec la sobriété? Et comment le vivez-vous dans la fonction achat? Je pense qu'il s'agit juste d'écouter les informations pour savoir que la sobriété, on n'y est pas encore vraiment. Il y a plutôt une augmentation du business global. On a bien vu qu'il y avait eu un coup de frein en période Covid parce que les gens étaient coincés chez eux et ont arrêté de consommer pendant un temps relativement court. Et dès qu'ils en sont sortis, ils ont recommencé effectivement à consommer. Donc non, on n'est pas dans cette tendance-là. On est dans une tendance toujours ascendante, malheureusement. La question de la sobriété, je pense qu'il faut l'adresser plutôt sur le comment on consomme demain. La consommation, de manière très simple, avec le nombre de personnes qu'on est et qui augmente toujours, naturellement devrait augmenter si, rapporté à la personne, on consomme toujours autant. Donc même avec les efforts individuels de chacun, on est quand même plutôt sur une tendance à l'augmentation, on va dire. Mais par contre, et c'est là où je mets quand même un bémol, il y a bien un impact sur l'appropriation du sujet pour tout le monde, et je trouve qu'il y a une réelle mouvance de durabilité qu'on ressent collective. Et là, je fais le lien avec d'autres sujets qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire que les donneurs d'ordre ont bien compris la chose pour la plupart et embarquent avec eux leur écosystème. L'écosystème étant tous les gens qui travaillent pour eux, à savoir les fournisseurs. Donc, si je prends le cas de mon entreprise, c'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien pour nous assurer que les engagements de notre entreprise sont bien les engagements qu'on doit prendre par rapport à l'urgence. Et dans le même temps, on s'assure que ceux qui travaillent pour nous puissent suivre ces mêmes engagements. Et pour ça, c'est de la co-innovation, du co-développement, c'est de l'aide aussi avec eux.
Peut-être pour faire un focus sur l'achat particulier, des consommateurs. Pendant le Covid, on a vu la recrudescence quand même d'achats, notamment sur tout ce qui était électroménager. Il y avait eu donc le confinement, ça a fait qu'il y a eu un repli sur la maison, sur le foyer, et globalement toutes les familles d'achat qui concernent la maison ce sont des secteurs qui se sont plutôt bien portés. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, à la fois sur les réseaux sociaux, mais les plateformes, etc., c'est qu'il y a une conscience quand même de continuer à consommer, mais autrement, et notamment tout ce qui concerne la seconde main, que ce soit dans pareil la maison, mais même l'électronique, etc., tout le reconditionnement, etc. Ça, on voit que c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Mais clairement, on voit pas de baisse. Moi, je ne vois pas chez aucun de mes clients pour l'instant de baisse de volume d'achat. Il y a peut-être des re-répartitions de certaines catégories qui baissent, et notamment sur les sujets emballage, packaging, etc. On a quand même des changements drastiques sur ces sujets-là qui ont lieu, et donc un changement d'achat et donc des baisses de volume d'achat sur certaines catégories. Mais clairement, comme le disait Stéphane, on est pour l'instant sur une économie qui est en croissance avec des volumes qui continuent à croître. Et donc, les achats, ils vont avec. Tout ça est une chaîne. Donc, si ça tire d'un côté, ça tire jusqu'aux achats. Mais clairement, les évolutions, que ce soit sur la seconde main, les réglementations, la loi résilience climat ou la loi AGEC, en effet, Stéphanie, ont fait quand même que sur certaines catégories d'achats, il y a des diminutions de volume. Mais le sujet de la sobriété, il est sociétal. Il n'est pas que d'entreprise. Donc, clairement, si on n'y est pas sociétalement, les entreprises n'y seront pas non plus. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Bonjour, Valérie Blin, consultante achat. J'ai une question, vous qui êtes en contact vous-même dans des grandes entreprises. Depuis 3 ans, est-ce que les directions achats ont vraiment changé le KPI, puisque un acheteur a souvent le KPI performance. Donc, est-ce que les directions achats ont redéfini ce mot performance pour intégrer des externalités positives, négatives, l'impact carbone? Voilà. Et aussi, on a vu SNCF, je crois, fin d'année, qui a annoncé prendre en compte l'impact carbone, ce qui est très, très intéressant. Voilà. Est-ce que d'autres entreprises vont faire ça? Parce que je rejoins Arnaud qui dit on est dans un paradoxe auprès des directions achats et des acheteurs qui ont beaucoup, beaucoup de frustration. Alors sur le panel d'entreprises que je côtoie, clairement, majoritairement non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les objectifs qui sont fixés aux directions achats restent des objectifs économiques et les objectifs qui sont fixés aux acheteurs restent des objectifs de gains économiques. Et en général, c'est ces objectifs-là qui vont impacter leurs variables et donc leur rémunération. Et donc, ça reste pour eux l'objectif principal. Il y a quand même d'autres objectifs qui arrivent sur la mise en place de démarches achats responsables, sur l'évaluation des fournisseurs, etc., qui sont en général des objectifs plutôt qualitatifs. Il y a 2 choses sur ce sujet-là aussi dans les évolutions qu'on voit récemment. Il y en a une pour un petit nombre d'entreprises, mais vous avez un label en France qui est basé sur la norme ISO 20400 et qui s'appelle Relations fournisseurs et achats responsables, et dont un des critères rédhibitoires est l'objectif des acheteurs qui ne doit pas être majoritairement économique. Et donc, les entreprises labellisées avec ce label-là aujourd'hui ont des directions achats qui ont travaillé sur les KPI, sur la performance et sur ce sujet justement de l'objectivation des acheteurs. L'autre sujet, c'est le carbone, le scope 3, qui est aujourd'hui… nous, on travaille ce sujet-là depuis plusieurs années, mais on n'a jamais eu autant de demandes que l'année dernière sur comment on fait pour gérer son scope 3, etc. Et clairement, il y a des objectifs qui sont mis au niveau COMEX, qui redescendent au niveau des directions achats, qui redescendent aux acheteurs. Et ce sujet carbone en particulier, clairement, est en train de devenir un objectif pour les acheteurs. Avec, pour moi, 2 bémols. Le premier, c'est souvent, et peut-être qu'on pourra en reparler, mais on fixe très mal ces trajectoires carbone. Aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui fixent leur trajectoire carbone sans même avoir une baseline claire. Et donc, qui vont faire reporter aux fournisseurs un certain nombre de choses qui sont juste infaisables. Et moi, souvent, je dis à mes clients, en fait, si vous voulez atteindre cet objectif-là, arrêtez d'acheter. Donc, débrouillez-vous, mais arrêtez d'acheter. Moins 40% sur certaines chaînes d'approvisionnement, c'est
Enfin, ou alors, il va falloir complètement changer de business model. Et là, je veux bien vous continuer à vous accompagner, mais sinon, ça va être compliqué. Et la deuxième chose, c'est qu'en mettant ce focus aussi fort sur le carbone et sur les sujets de la lutte contre le changement climatique et de son adaptation, et croyez-moi, étant une militante de ces sujets, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais on a tendance à oublier les autres sujets, et notamment des sujets sociaux dans les chaînes d'approvisionnement, ou des sujets liés à la biodiversité ou à la raréfaction de certaines ressources. Et donc, en fait, on est en train de mettre dans la tête, notamment des acheteurs et des COMEX, carbone, 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 et un peu de passer à la trappe les autres thématiques qui pourtant sont aussi importantes en termes de responsabilité. Donc, c'est bien, mais c'est dommage parce qu'on laisse un petit peu de côté d'autres sujets. Pour compléter avec un exemple concret, dans notre groupe, par exemple, la fonction achat tous les ans définit des objectifs de durabilité. Et on n'a pas d'objectif individuel pour le coup sur de la performance achat. On en a un collectif, mais on n'a pas d'objectif individuel. Donc oui, il y a une réelle évolution qui va avec l'évolution de ces sujets-là dont on parle depuis tout à l'heure. Là, on avait un exemple concret avec le sujet du carbone Scope 3. Tous nos acheteurs ont des objectifs pour le coup sur la connaissance de leur chaîne d'approvisionnement, évidemment. La définition de la baseline de départ. Donc là, je rejoins un point, c'est-à-dire que on va pas entrer parce que je sais qu'il y a une discussion ensuite derrière, mais il y a la valeur qu'on obtient au départ et il y a la valeur réelle qui, une fois raffinée, est tout autre. Donc, si on compte cette deuxième étape comme un travail fait, il est facile de prétendre à du moins 50%. Mais tout ça pour dire que oui, il y a des objectifs pour les acheteurs sur chacune des catégories. Par contre, ce qui est vrai aussi, et c'est extrêmement important de le comprendre, c'est le niveau de maturité qui existe sur les catégories est complètement différente. Si on parle par exemple d'une catégorie d'achat direct, du packaging, on en a parlé à plein de reprises, les entreprises qui travaillent dans le packaging, un papetier par exemple, par essence, en fait, ces sujets-là lui parlent. Il a fondé tout son business model depuis 200 ans là-dessus. Donc évidemment, pour eux, c'est déjà intégré, digéré et on est mature sur le sujet. Vous allez prendre des achats marketing, par exemple. Là, on parle de toute autre chose. On a des sujets digitaux, des sujets d'événementiel, etc. Et là, pour quelques parties de ces scopes-là, on est au niveau zéro on est vraiment, oui, en termes de prise de conscience, on est vraiment au tout démarrage. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'objectif qui va être donné aux uns et aux autres va être différent suivant la catégorie qui est la sienne, parce que le niveau de maturité de l'industrie complète de ce secteur-là est aussi différente. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Je voudrais juste signaler, je voudrais avoir le temps de signaler une chose qui me paraît fondamentale, et si on n'a pas la question, ça me permet de placer le sujet. C'est la guerre de la data. On parle de supply chain depuis tout à l'heure. Il y a une certaine hypocrisie collective des États en particulier pour dire vous devez connaître votre chaîne de création de valeur et vous devez la mettre sous contrôle. À aujourd'hui, en fait, celui qui dit qu'il maîtrise 100% de sa chaîne de création de valeur, en fait, juste il ment. C'est impossible. Il est impossible de connaître à 100% sa chaîne de création de valeur par le jeu en fait des sous-traitances et du niveau de sous-traitance. Vous avez sur un produit extrêmement simple, quelquefois 20 niveaux de sous-traitance derrière. Donc, c'est un enjeu majeur pour les années à venir parce que ces sujets de durabilité pourront avoir des preuves apportées en termes de résultats que si on est capable de maîtriser cette data-là. Et les choses qui existent aujourd'hui technologiquement, comme la blockchain par exemple, c'est un très bon exemple, mais comme toute chaîne, s'il y a un maillon qui n'est pas disponible, la chaîne, elle ne tient pas. Donc, l'accès à l'information sur ce genre de sujet-là, donc on a parlé carbone, on a parlé de plein de choses. Dans tous ces domaines-là, la data, c'est une bataille d'aujourd'hui et de demain fondamentale pour être capable de prouver notre réelle capacité à être durable à long terme. Et ça, c'est une bataille aussi des acheteurs. Enfin, moi, c'est une bataille que je porte en interne. On est en train de transformer l'entreprise pour ça, pour avoir enfin accès à ces informations-là. Et certains États ont commencé à le comprendre, parce qu'il y a une loi allemande qui va sortir bientôt, où ils limitent le tiers au tiers 3 en disant « Ok, on est conscient que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais au moins aller jusqu'au tiers 3. » Ça, ok, c'est entendable et c'est faisable.
Merci Stéphane. Je vais faire comme Stéphane, je vais ajouter une remarque qui n'est pas totalement liée, mais qui me tient à cœur et qui répond aussi à la question. Ça me suscite une réflexion qui est mesurée, mais mesurée quoi et je crains que nous soyons embarqués ces dernières années, et je crains que la CSRD, qui est la future loi de reporting extra-financière, ne nous emmène dans une publication de données qui ne raconte pas grand-chose. Et je pense que les achats sont exposés à la même problématique, alors même que c'est une fonction qui publie beaucoup plus d'informations que la moyenne des autres métiers d'entreprise aujourd'hui sur ces questions de durabilité. Et ma réflexion, c'est de se dire, Stéphanie l'a très bien dit, c'est que fondamentalement, aujourd'hui, ce qu'on demande dans l'absolu pour faire des achats responsables en entreprise, c'est de revoir structurellement sa démarche d'approvisionnement. Il faut savoir qu'on hérite de 30 ans d'externalisation, de mondialisation, de désindustrialisation des pays du Nord. Et les achats responsables, ça correspond peu ou prou, pour être caricatural, à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à réinternaliser, à réindustrialiser et à rapprocher des choses qu'on a voulu mettre le plus loin possible. Et pour ce faire, c'est pas la mesure du scope 3 ou le nombre d'audits qui va être importante. C'est une réflexion stratégique qui est portée au plus haut niveau de l'entreprise et probablement même plus que de l'entreprise, de la société et du législateur, pour déterminer quel est le nouveau cadre de fonctionnement qu'on doit mettre en place dans nos organisations et notre économie pour véritablement avoir cette résilience et alignement par rapport au sujet économique, au sujet développement durable. Et alors, ça viendra parce qu'on va on est en train de prendre conscience que, je pense que les crises les trois ans de crise passée nous ont démontré que de toute façon, nos schémas d'approvisionnement ne sont plus résilients et ne correspondent plus à la réalité, ne serait-ce que des ressources auxquelles on va être confronté, ressources énergétiques, ressources matières, et qu'il va falloir inventer quelque chose d'autre. Mais c'est extrêmement difficile d'envisager en peu de temps, parce qu'on n'a pas 30 ans pour le faire malheureusement, cette refonte du schéma industriel et d'approvisionnement qui est nécessaire pour rentrer vraiment dans des achats responsables. Le mot de la fin, Stéphanie, en une phrase, si tu veux. On est déjà à la fin? Oui. Je pensais qu'il y avait encore plein de choses à dire. Parce qu'en fait, là, on touche du doigt vraiment la question de la souveraineté. Et puis, je ne sais plus du coup, parce que j'ai prévu de dire plein de choses, donc il faut que je structure un petit peu mon propos. Mais par exemple, de dire, on va s'arrêter à un certain niveau. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Peut-être, pour le mot de la fin, regarder un petit peu aussi ce qui se passe du côté extractif, de l'industrie extractive, avec notamment les obligations européennes sur la traçabilité ce qu'on appelle le 3TG, voilà, tous les minerais de conflit, etc. Le fait aussi qu'il va falloir qu'on sorte de ce modèle d'extraire, fabriquer, consommer et puis jeter. Il y a un moment donné, il va peut-être falloir aussi, et là l'acheteur va à un moment être impliqué dans ce sujet, qui est ce que j'appelle toute l'exploitation de la mine urbaine, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà extrait. Eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour lancer une dynamique d'industrialisation autour de la revalorisation de l'ensemble de ces matériaux. Et je pense qu'à un moment donné, effectivement, l'acheteur ne peut pas tout faire, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il est au cœur de toutes ces préoccupations, et peut-être qu'on va voir surgir de nouveaux métiers. Alors, il va y avoir les consultants qui vont continuer à accompagner, et puis même au sein des structures, eh bien, peut-être de nouvelles fonctions qui vont venir aux côtés de l'acheteur. Merci beaucoup Stéphanie, merci Arnaud, Stéphane et Fanny pour ces échanges passionnants qui pourraient continuer encore longtemps. Merci pour vos questions. À nouveau, si vous en avez, n'hésitez pas à continuer à en discuter. Pareil sur le chat, nous les recensons et nous reviendrons vers vous. Vous recevrez, vous étant inscrit, le lien replay de cette conférence ainsi que les syllabus des formations présentées. Et nous nous retrouvons dans une petite dizaine de minutes pour une table ronde, cette fois sur le sujet de la décarbonation avec des alumni EcoLearn et des consultants d'EcoAct. À tout de suite. Merci.